véritable révolte à Novosibirsk. Un fonctionnaire a fui le lynchage. Pourquoi fuyez-vous? Pourquoi vous cachez-vous encore? Loin des citoyens? Le garçon en slip est de retour. Les propagandistes ont inventé une nouvelle histoire. Ils l'ont cloué à la porte, en ont fait un crucifié. Le ministère de la Défense pille les soldats et les invalides de guerre seront relégués dans une ville à part. Créer une ville spéciale, là-bas, pour y envoyer tous les invalides, afin de ne pas gâcher le tableau, comme on dit. Eh bien, ça ressemble déjà plus à un camp de concentration. Le pouvoir est mauvais parce que le peuple pêche. Le peuple est toujours puni, le peuple impie. Il est puni par la faiblesse du pouvoir. Scandale avec Max. La messagerie nationale russe a reconnu la Crimée comme ukrainienne. Pour être honnête, même moi j'ai été surpris. Ici Dvijouka, le condensé de vérité sur la vie réelle en Russie et ailleurs. Il aura fallu 12 ans aux propagandistes russes pour ressortir leur délire schizophrène sur le garçon en slip. La légende a pris de l'ampleur et a changé de décor. Désormais, on parle de prétendues atrocités de l'armée ukrainienne à Pokrovsk. Mais l'idée reste la même, la crucifixion d'un garçon. Ils sont pénétrés dans une des maisons du village. Ils ont cloué un jeune gars, il avait peut-être 30 ans. Un peu plus même, je dirais 34 peut-être, à peu près, par exemple. Ils l'ont mis cloué à la porte, ils en ont fait un crucifié avec des clous, enfin bref. Il paraît qu'il criait, mais je n'y étais pas, enfin je ne sais pas. Ils ont mis le garçon juste à côté de son père. Et là, sous les yeux du père, ils ont violé sa femme, la mère de l'enfant. Ils violaient et prenaient des photos de ces atrocités, de ce qui se passait. Bon, vous vous répétez, ce n'est même plus intéressant. Le déficit budgétaire semble avoir touché même les propagandistes du Kremlin. Mosfilm a épuisé toutes ses ressources. Les soldats russes pensaient être accueillis avec des fleurs en Ukraine, mais en réalité, personne ne veut d'eux, même en Russie. Et il ne s'agit pas seulement du mépris des autorités pour les héros de leur propre guerre, mais d'un véritable effacement de leur existence. Les ultrapatriotes russes proposent de créer une ville isolée pour y regrouper les invalides de guerre, comme au temps de l'Union soviétique, pour que ces héros ne gâchent pas le paysage. Et cette option est même évoquée par un ancien combattant, Alexandre Chalaïev. Le problème majeur viendra sans doute des invalides, car ils seront extrêmement nombreux, bien plus qu'on ne pourrait le penser. Où pourra-t-on les faire travailler, car il ne s'agit pas tous de personnes très instruites ou qualifiées. Et pour des postes comme ceux des centres de services publics, ou d'autres services de ce genre, il faudra les former très longtemps. Ou alors, il faut déjà créer des centres de formation, je veux dire, des organisations, des structures éducatives pour commencer à former ses camarades, afin qu'ils soient utiles d'une manière ou d'une autre, pour ne pas avoir, comme à l'époque de Staline, à créer une ville à part où l'on enverrait tous les handicapés pour ne pas gâcher le paysage, comme on dit. Eh bien, ça se rapproche déjà d'un camp de concentration. Oui, enfin, c'est une expérience qu'on a déjà connue, tu sais, après la Seconde Guerre mondiale. Oui, la guerre n'est plus une source de fierté, surtout quand on parle du prix de la guerre et des pertes de la Russie. À notre grande surprise, les propagandistes du Kremlin parlent de plus en plus souvent des pertes et de l'absence de succès. Les animateurs de la chaîne Soloviev Live, Alexandre Arutyunov et Ilya Toumanov, continuent de risquer des poursuites pour discrédit de l'armée. Les porte-voix de la propagande Z crient que le front est dans l'impasse et que les pertes sont énormes. Dans ce village, il y avait moins d'habitants avant la guerre qu'il n'y a déjà eu de morts. Il y a déjà plus de morts pour ce village qu'il n'y avait d'habitants. Il est clair qu'il a une importance stratégique majeure, mais cette stratégie-là, ça fait déjà 3 semaines que ça dure. J'ai des connaissances, des proches qui sont directement sur place, des amis, ils sont, pour dire les choses gentiment, perplexes face à ce qui se passe, mais c'est ainsi. De plus, les partisans de la guerre admettent que l'état-major russe annonce le contrôle de localités ukrainiennes, même quand ils ne s'en sont même pas approchés. Alors, je vais dire les choses telles qu'elles sont. En gros, cette semaine, ils ont annoncé la libération d'une énième localité alors que notre soldat le plus proche se trouve à 10 km. Ils ont pris le contrôle d'une nouvelle localité, oui, alors que l'éclaireur le plus proche, parce que c'est lui qui a rampé le plus près, se trouve à une distance de 10 km de cet endroit.
Mais chez nous, il est déjà colorié sur la carte, donc il est à nous. Même un député de la Douma d'État affirme que la Russie n'a pas les forces nécessaires pour écraser et soumettre l'Ukraine. Et ce n'est pas n'importe quel député qui a osé dire la vérité, mais un membre de Russie Unie, Konstantin Zatouline. D'abord, on aimerait beaucoup, tout en admettant que l'Ukraine est un État failli, non pas un sujet mais un objet de la politique mondiale, etc. On aimerait beaucoup qu'ils reprennent leurs esprits ou qu'ils se transforment en fédération, ou qu'ils rejoignent l'union de la Russie et de la Biélorussie, ou même qu'ils cessent tout simplement d'exister. Le problème, c'est que pour l'instant, nous n'avons pas réussi à atteindre cet objectif, et qu'à ce stade, il est peu probable que nous y parvenions. Oh, mais que s'est-il passé? L'action est déjà au-dessus de vos forces? C'était mieux sous Prigojine. La veuve d'un soldat de l'opération spéciale a raconté que son mari était déçu par le système du service militaire. Il servait bien dans la SMP Wagner, mais quand il a signé avec la défense, le système a commencé à le dépouiller. Ils confisquent simplement les cartes de salaire des militaires. Et si enfin tu ne rends pas la carte, on t'envoie direct sur la ligne de front. Mais en plus du fait que le ministère de la Défense pille ses propres soldats, le Kremlin continue de le faire même après la mort des soldats. Une femme raconte que son mari a été déclaré mort par le tribunal, mais elle ne peut toujours pas être indemnisée. C'est juste que là-bas, ils l'ont reconnu, mais chez nous, au bureau de recrutement, enfin, aucun document n'est arrivé. Donc, rien ne se passe parce qu'il n'y a pas de papier au bureau. Les soldats eux-mêmes racontent qu'ils ne sont pas payés dans l'armée. Le soldat Ivanov Dimitri a déclaré qu'en 8 mois de participation au combat, il n'avait reçu ni salaire, ni prime de combat, ni même le statut de vétéran. Il y a encore des problèmes de paiement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils disent, les officiers? Ce sont eux-mêmes des putains de menteurs. Le régiment a été balayé, ils ont buté mes commandants, bordel. Et maintenant, ces enfoirés restent à l'arrière. Ils boivent du café et bouffent du saucisson, merde, alors que moi je crève ici pour eux. Honnêtement, je m'en fous de ce qu'on dit. Je fais le job, putain, j'en ai fait plus qu'eux en 8 mois et je n'ai rien vu du tout. Pas de salaire, pas de prime, rien. J'ai un petit gosse à la maison et c'est qu'on bouffe du saucisson et des boulettes à l'arrière pendant que les jeunes montent à l'assaut. Savoir si ce brave sera puni pour sa franchise n'est qu'une question de temps. L'un d'eux a déjà eu des ennuis. Le soldat Jayev Sepoudine est actuellement en fuite car il en sait trop. C'est allé jusqu'à menacer sa propre famille. On me menace, on veut me tuer. Aujourd'hui, nous sommes le 13 mars 2026. Aujourd'hui, ils sont entrés chez moi. Ils ont forcé l'entrée, ils ont effrayé les enfants. J'ai signé un contrat volontairement avant la mobilisation. Je suis parti servir pour défendre ma patrie. En ce moment, je suis en fuite car j'ai vu nos propres soldats se faire tuer sous mes yeux. Ils m'ont retiré mon arme. Je ne suis pas un lâche, je n'ai pas peur, je ne me suis pas enfui. On m'y a simplement forcé. La voilà, la deuxième armée du monde, dans toute sa splendeur. Entre les pertes, l'échec des offensives et le mécontentement croissant dans l'armée, Poutine a reçu un nouveau coup dur. Ses partenaires africains refusent d'envoyer leurs soldats en renfort. Et ce à quoi nous sommes confrontés, c'est précisément une trahison. Le Kenya a exigé que ses citoyens ne soient pas impliqués dans la guerre en Ukraine. Le ministre kenyan des Affaires étrangères l'a déclaré lors d'une rencontre avec Sergueï Lavrov, bras droit de Poutine. Lavrov a répondu que les Kenyans serviraient soi-disant volontairement. Eh bien, la Russie, il ne décide de recruter personne, tout comme dans le cas de la participation à l'opération militaire spéciale. Par exemple, il convient de noter que les volontaires qui souhaitent s'engager volontairement rejoignent cette opération militaire spéciale en totale conformité avec la législation russe. Ce qui signifie qu'ils respectent pleinement toutes les lois et règlements en vigueur dans la Fédération de Russie. Mais la vérité est que la Fédération de Russie mobilise ses volontaires. Le renseignement kenyan a rapporté que plus de 1000 citoyens du Kenya auraient pu se retrouver au front, dont beaucoup sont partis en Russie, sous couvert de tourisme. De plus, le Kenya estime que la Russie utilise ses citoyens comme de la chair à canon. Il s'avère que la Russie trompe son allié et ses citoyens et ensuite ses volontaires rentrent chez eux dans des sacs mortuaires.
Vous vous passerez de connexion et si c'est vraiment nécessaire, utilisez les téléphones fixes. Sur fond de restrictions généralisées d'Internet en Russie, le député de la Douma Andrei Svintsov a suggéré au peuple de revenir 20 ans en arrière et de communiquer via le téléphone filaire. Bien sûr, il faut se rappeler des choses oubliées, comme la téléphonie urbaine, c'est-à-dire que beaucoup ont encore des téléphones chez eux. Et voilà, en fait, nous en revenons au fait qu'il faut retourner au téléphone de bureau, pas seulement les mobiles, mais la connexion filaire. Mais le plus drôle, c'est que le député lie la coupure de l'Internet mobile et des communications en Russie à, attention, l'instabilité au Moyen-Orient. Il est possible qu'il y ait diverses pannes, pour ainsi dire, à l'avenir aussi. Et nous vivons une époque troublée. Vous voyez ce qui se passe au Moyen-Orient, tout cela peut s'étendre à d'autres régions. C'est pourquoi cette instabilité n'est malheureusement pas seulement en Russie, mais dans le monde entier. Il faut donc réfléchir, analyser. Eh bien, il faut passer, entre autres, à cette forme de communication qu'est cette connexion filaire, déjà oubliée par beaucoup. Peut-être passer les gens au télégraphe, comme Poutine, ou directement aux pigeons voyageurs? Eh bien, c'est une bonne idée. Mais l'idée vraiment géniale est venue de l'idéologue du Kremlin Alexandre Douguine. Le philosophe cinglé de Poutine a suggéré aux Russes de vivre comme des ours. C'est pourquoi il faut couper Internet au printemps, pour que les Russes puissent mener une vraie vie humaine. Soi-disant, quand il fait chaud, Internet n'est pas nécessaire, car il y a la vie, mais en hiver, on peut retourner en ligne. D'ailleurs, les autorités russes n'ont pas encore trouvé quoi faire des coupures Internet, alors les étudiants de l'École supérieure d'économie ont dû écrire du code sur papier. Apparemment, c'est à ça que ressemble la souveraineté technologique, et ce n'est évidemment que le début. Et ce sera pareil pour Internet que pour Telegram, qui est aujourd'hui bloqué à 80% en Russie. Eh bien, ça met juste le peuple en colère. Voilà, au sens large. Pourquoi font-ils cela? Eh bien, je doute que ce soit pour notre sécurité. C'est sûrement une dispute de pouvoir et les gens ordinaires en pâtissent. Dire que nos dirigeants se soucient de nous, enfin pardon, c'est ce qu'ils nous disent toujours. Et certains sont si en colère qu'ils descendent même dans la rue. Enfin, autant que ce soit possible en Russie. Mais bon, ça ne marche pas à tous les coups. À Irkoutsk, par exemple, les autorités ont refusé d'autoriser une marche pour l'Internet libre, prétextant une menace à la sécurité publique. Mais il y a ceux qui manifestent même sans autorisation. À votre avis, quel sort attend ces manifestants? Exactement, l'arrestation. À Perm, la police a arrêté un homme de 80 ans qui manifestait seul pour un Internet libre. Au final, le vieil homme a eu une amende de 2000 roubles pour désobéissance à la police. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Enlevez vos mains. Ne m'attrapez pas. Lâchez-moi. Ne me touchez pas. Enlevez vos mains. Je manifeste pacifiquement. Mais qu'est-ce que vous faites? Au lieu de ça, ils l'ont emmené au poste. Mais l'amende n'était pas la fin. À sa sortie du tribunal, les forces de l'ordre ont cueilli le retraité pour le ramener là où il avait garé sa voiture avant l'arrestation. On dirait que le Kremlin doit se méfier de sa propre création, la messagerie Max. Car ce réseau social a trahi Poutine. La messagerie d'État considère la Crimée comme faisant partie de l'Ukraine. Des internautes rapportent qu'en se connectant depuis la Crimée, Max localise la péninsule en Ukraine. Pour être honnête, même moi j'ai été surpris. On attend maintenant que la propagande parle d'un bug technique ou pire encore, d'une cyberattaque contre la messagerie nationale. Mais ce n'est pas tout concernant Max. Les étudiants moscovites n'auront pas leur diplôme s'ils n'installent pas Max. Les universités migrent vers Max et exigent l'inscription de tous. Sinon, le diplôme ne figurera pas sur le portail des services publics. Le décanat a déjà ordonné d'informer les étudiants sur cette transition et d'en rendre compte. Mais le pouvoir ne se bat pas que pour Max. Il défend aussi les intérêts des géants agricoles. Dans la région de Novosibirsk, les autorités ont inventé une épidémie pour abattre le bétail des fermiers locaux. Où a-t-on déjà vu ça? Ils sont venus quand les gens n'étaient pas là. Ils ont piqué toutes les bêtes, toutes les vaches, puis les ont brûlées sur un bûcher. Demain, disent-ils, et après-demain, tout notre village de Novokliouchi, dans le district de Koupino, sera rasé. Aux fermiers, le pouvoir justifie ces actes par une épidémie pour laquelle l'état d'urgence aurait été déclaré dès la mi-février. Pourtant, cette décision n'a jamais été publiée,
Et la maladie dangereuse motivant la saisie du bétail reste un secret bien gardé. Une maladie particulièrement dangereuse. Alors, comment ça s'appelle? C'est tout? Mais il y a un nom, il y a plein de classifications. Juste particulièrement dangereuse, c'est ça? Et quels sont les signes d'une maladie si dangereuse? Pourquoi? Vous ne savez pas? Ah, vous ne savez pas. Les agro-holdings sont épargnés, mais les fermiers qui se plaignent du pouvoir sont menacés. À Kazika, région de Novosibirsk, où l'on saisit et abat le bétail, on menace une femme de lui retirer son enfant handicapé. Marina, c'est son nom, avait enregistré un message pour dénoncer la situation dans la région. Le ministre de l'Agriculture de Novosibirsk fuit avec brio les questions des fermiers en colère. Sur quelle base m'avez-vous pris mon exploitation? Sur quelle base? Ministre Agriculture. S'enfuit. Le ministre de l'Agriculture de Novosibirsk. Pourquoi fuyez-vous? Soyez un homme honnête. Pourquoi fuyez-vous? Pourquoi vous cachez? Le 9 mars, vous ne vous cachez pas. Et maintenant, vous fuyez sans vergogne. Vous avez violé la loi? Vous croyez que je vais en rester là? Je ne lâcherai rien, sachez-le bien. Je vous suivrai comme votre ombre. Je n'ai plus rien d'autre à faire. Dans un mois, j'aurai faim. Je ne pourrai plus payer l'électricité. Pourquoi fuyez-vous donc? Allez donc vous cacher aux toilettes pour nous fuir. Nous, les citoyens. La voilà, la vraie sollicitude envers les citoyens. Les petits fermiers n'ont plus rien, alors que les agro-holdings tournent sans souci. Regardez le monde. Tension, turbulence, explosion, alors que chez nous, c'est la stabilité. Ce n'est pas la faute du tsar, ni même des boyards. C'est de votre faute. Un évêque orthodoxe dit que les Russes méritent leurs mauvais fonctionnaires. Tout ça parce que le peuple pêche. Parce que le peuple se livre au désordre. Parce que le peuple est embourbé dans des péchés atroces. Les pires péchés sont la sorcellerie de masse, la magie, l'occultisme. Cela se multiplie depuis le début de l'opération spéciale. Le peuple persiste dans le péché. Alors qu'attendons-nous du pouvoir ? Pourquoi vouloir être bien gouverné si nous refusons de vivre droitement ? Cela n'est jamais arrivé. Un peuple impie est toujours puni par la faiblesse de ses dirigeants. Et des événements plus terribles encore attendent ce pays au peuple si déréglé. Je me demande ce que le Kremlin reprochera le plus aux prêtres. D'avoir dit que le pouvoir est faible ou de lier les problèmes à l'opération. Et qu'est-ce que ça signifie? Poutine s'est-il puni lui-même par son goût pour l'occultisme et le chamanisme? On n'y comprend rien, mais c'est passionnant. Quels abrutis, non? C'était Dvijuka. Pour vous, un like et un abonnement, et pour nous, un peu de vérité invisible à la télé. À demain.